Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Lydia Guirousse et Marc Varnaud. La guerre en Ukraine n'est peut-être pas aussi facile à remporter que ce que les dirigeants russes avaient imaginé. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Razavi, ancien correspondant de guerre. Il a fait l'Afghanistan, il a fait plusieurs théâtres d'opération et directeur de la rédaction de Film Média qui vient de publier un article à ce sujet. Bonsoir Emmanuel Razavi. Bonsoir Philippe. Bonsoir, on va commencer, puisqu'on vous voit pour ceux qui nous regardent en Zoom. Salut Emmanuel Razavi. Bonsoir François, ravi de vous retrouver. Bien, moi aussi, très contente. Votre papier commence par une affirmation. Depuis 2 mois, les services secrets britanniques avaient averti du risque d'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes. Oui, c'est vrai, effectivement, les Anglais en fait avaient prévenu depuis le mois de décembre en fait du risque d'invasion russe en fait en Ukraine. Ils n'étaient pas les seuls, il y avait eu aussi en fait des avertissements venant en fait des services américains. J'ai le sentiment, ce n'est que mon analyse, mais que notre psyché n'était pas prête à envisager que Poutine soit capable de déclencher une telle un conflit en fait une telle opération. Enfin, c'est un conflit très clairement puisque c'est une invasion. Il a déclaré une guerre très très clairement et qu'il soit capable de passer à ça. Et effectivement, on est mis finalement, je dirais, devant nos contradictions. Je voudrais vous poser une question et après je donne la parole aux vraies voix. Dans votre article, vous relatez de probables fortes pertes pour les troupes russes dues aux drones turcs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et je donne la parole aux vraies voix. Oui, bien sûr, parce qu'en fait les Turcs ont acquis en fait des drones de combat. Il s'agit bien de drones de combat depuis 2019, et ce sont ces drones en fait visiblement qui permettent à l'armée ukrainienne, si vous voulez, d'avoir une riposte qui est plutôt assez efficace. D'après les informations que nous avons reçues à la rédaction en fait tout au long du week-end, il y a en fait plusieurs centaines de véhicules blindés, alors notamment des véhicules blindés en fait de transport de troupes qui ont été endommagés en fait par ces drones, mais pas seulement. Il y aurait aussi en fait des chars. Alors, il faut toujours se méfier évidemment des chiffres parce que voilà, dans une guerre, il y a aussi la guerre de l'info, la guerre de l'intox. Mais globalement, on voit que finalement ces chiffres qui nous proviennent à la fois en fait de services occidentaux, mais aussi en fait du terrain en Ukraine, en fait donnent une tendance. On voit bien en tout cas qu'il y a une riposte de l'armée ukrainienne qui compte quand même 200 000 hommes, à laquelle ne s'attendaient pas les Russes. Et si vous me permettez d'aller plus loin d'ailleurs, je pense que Poutine a fait une erreur. On parle beaucoup de l'erreur historique de Poutine. Hubert Védrine l'a rappelé sur votre antenne ce week-end. Il y a une véritable en fait erreur stratégique en fait de sa part aussi, parce que ces 30 dernières années, je dirais qu'on aurait dû apprendre qu'un conflit ne se déroule jamais comme prévu. Et les Russes en ont fait l'expérience à plusieurs reprises. En Afghanistan, je connais bien, mais aussi en Tchétchénie. Souvenez-vous qu'à l'époque, en Tchétchénie, les Russes avaient dit que le conflit serait plié en fait en 2 jours. Ça a duré 2 ans. Enfin, je parle du premier conflit, puis ça a recommencé en 99 avec un pays à moitié ravagé. Moi, alors, j'entends ce que vous dites, Emmanuel Razavi. Je me demande si on se berce pas tous de douces illusions, parce que le sentiment, il y a des stratèges militaires qui considèrent au contraire que Vladimir Poutine avance pas à pas, qu'il fait une guerre, pas du tout la guerre classique. Vous parliez de Grozny, justement, qui était la stratégie bien classique du carpet bombing, c'est-à-dire on bombarde non-stop. Grozny était qu'un tas de cendres à la fin. Là, on a le sentiment que, justement, Vladimir Poutine avance pas à pas, que le temps finalement de la guerre n'est pas le temps médiatique et qu'il est quand même très tôt, au bout de 5 jours, pour parler d'enlisement des Russes. La résistance ukrainienne est tout aussi épuisée probablement que les premières colonnes russes, et que c'est une gradation de Vladimir Poutine avec cette information très inquiétante, et je ne sais pas, qui est révélée par le Times cet après-midi, je ne sais pas si vous la confirmez, Emmanuel, parce que vous êtes très au fait de ça. Apparemment, un commando Wagner est dans les rues de Kiev pour éliminer physiquement Zelensky. C'est vrai, c'est faux ? Alors écoutez, a priori, les sources sont exactes, mais enfin, ils viennent pas d'arriver, les Wagner, ils seraient déjà présents en fait en Ukraine. C'est ce que je voulais dire, mais en tout cas, ils rentrent depuis en au action. moins plusieurs semaines. Voilà, a priori, dit-on, effectivement, avec pour objectif d'abattre le président ukrainien. Zelensky. Mais en fait, je voudrais dire une chose quand même, Françoise, parce que je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Moi, je suis pas en train de dire que les Russes sont en train de... Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est les généraux que j'écoute. Moi, j'y connais rien. Je dis tout simplement en fait qu'ils font face à une résistance qu'ils avaient
peut-être un peu sous-estimé. On a des retours quand même, hein, côté russe. On voit que ce conflit quand même ne fait pas l'unanimité en Russie. D'abord dans une partie de la jeunesse, hein, qui n'avait pas du tout envie de cette invasion. Une partie de la jeunesse d'ailleurs qui sert dans les rangs de l'armée russe. Puis il ne fait pas l'unanimité non plus, je dirais, chez les oligarques, hein, qui entourent Poutine, parce que depuis 4 ou 5 jours, c'est fini la belle vie. Ils perdent énormément, exactement, énormément d'argent. Et on a entendu en fait certains d'ailleurs, condamner l'invasion de l'Ukraine. Hein. Oui. Marc Varnaud. Enfin, moi, je pense que Poutine a raté son coup. Je pense que militairement, on va rapidement s'en rendre compte. Les éléments infiltrés, on sait qu'ils sont là depuis très très longtemps. Alors les services britanniques, mais il y a beaucoup de sites, notamment sur Twitter, qui révèlent aujourd'hui que des sabotages à la chaîne ont eu lieu depuis 1 an. On n'était absolument pas informés, mais que l'armée ukrainienne aujourd'hui a un souci, notamment de munitions pour tenir dans le temps, parce que les dépôts ont été sabotés. Ça fait 1 an qu'ils préparaient le truc. Ça fait 1 an. C'est passionnant. Il m'a montré les sites, la marque, c'est quand même très impressionnant. Des incidents à répétition. Voilà, et je crois que malheureusement ou heureusement, les Russes, ils sont à la fois otages de la doctrine soviétique. Donc, on attaque, on bombarde toutes les cibles militaires, tous les aéroports, on prend les aéroports, et en même temps, on essaie de faire une blitzkrieg avec 200 000 hommes, et puis on réussit pas à décapiter le pouvoir politique à Kiev dans les 48 premières heures, et on se retrouve dans un conflit classique, en ayant galvanisé au passage la population ukrainienne. Et donc là, on rentre effectivement dans une situation qui va être beaucoup plus compliquée. Emmanuel Razavi. Oui, mais dans l'ensemble, je partage de toute façon ce qui est dit. Je pense que nos analyses, en fait, sont assez convergentes. Moi, je connais l'Ukraine, en fait, depuis l'intérieur, puisque j'ai eu la chance, en fait, d'y aller, en tout cas, l'occasion d'y aller en reportage. Et effectivement, c'est une partie, en fait, des Ukrainiens dans les régions séparatistes, sont acquis, en fait, aux Russes, quand même majoritairement, en fait, les Ukrainiens, en fait, des grandes villes, sont habités, je dirais, d'une fibre nationaliste. Et il est très clair, en fait, qu'ils vont résister. Ils résistent déjà, on le voit déjà, et que ce conflit, de toute façon, ne va pas se régler en un claquement de doigts. Et je pense que Poutine, qui vit quand même avec un logiciel qui est un logiciel vieux de 30 ans, parce que c'est un homme qui n'est pas tellement connecté, en fait, sur le monde, comme vous le savez, est en train, en fait, d'en faire la terrible expérience, la douloureuse, en fait, expérience. Alors après, moi, je suis mal placé pour savoir qui va avoir le dernier mot. A priori, les Russes sont quand même plus forts que les Ukrainiens. Mais en tout cas, après, il va falloir qu'il joue avec son opinion publique, Poutine, avec son économie. Parce que même si la Russie, aujourd'hui, dispose de réserves d'or, de réserves financières assez importantes, même si économiquement, ils peuvent se tourner en fait vers la Chine, ils n'ont pas un PIB quand même des plus exceptionnels. Hein, il faut quand même le rappeler. Hein, c'est à peine celui de l'Espagne, je crois. Oui, bien sûr. Oui, mais ils ont des réserves colossales, Emmanuel. Ils ont, je crois, 620 milliards de dollars. Oui, c'est ça, 600 milliards de dollars, effectivement, dont une partie en or. Mais tout ça, Françoise, vous avez raison, ça ne va pas empêcher qu'à l'intérieur du pays, quand même, il y a un phénomène de crise, d'accord, qui se cristallise et qui fracture en fait l'opinion publique russe et qui amène Poutine peut-être à réviser, je dirais, son plan de départ. Je dis peut-être parce que je crois encore une fois que c'est un type qui est très difficile, dont il est très difficile de prévoir en fait les réactions. On voit qu'il est capable en fait du pire, mais il parie aussi quand même sur la faiblesse de l'Occident parce qu'il nous voit en fait comme un agrégat, et c'est ce que je dis dans mon papier de ce matin, il nous voit un petit peu comme un agrégat en fait de démocratie très faiblarde face à l'ours russe qu'il représente. Il serait peut-être temps de lui faire comprendre qu'il se trompe. Je pense. Mais lui faire comprendre qu'il se trompe, est-ce que c'est pas un peu susciter un peu d'énervement et aller vers une escalade? La porte-parole de l'ambassade d'Ukraine vient de lire un message qui indiquait donc à la fin de sa conférence de presse, qui indiquait que les Russes survolaient la zone de Tchernobyl et ils craignaient justement un bombardement avec un risque important. Voilà, est-ce que cette réponse avec de l'armement toujours plus important, est-ce que ça va pas provoquer, susciter une réaction très forte de Vladimir Poutine? Est-ce que la voie diplomatique s'est terminée véritablement aujourd'hui, où on peut encore l'utiliser et avoir des espoirs d'obtenir une fameuse désescalade? Et autre question, est-ce qu'on va vers une situation à l'Afghan, entre les États-Unis et l'Afghanistan, avec un enlisement très important? Emmanuel Razavi.
Écoutez, alors je vais répondre déjà à la dernière question. Enfin, situation à l'Afghan, les deux pays que je connais ne se ressemblent pas du tout. Mais vraiment, ils sont extrêmement différents déjà en termes de géographie. L'un c'est la plaine d'Ukraine, l'autre c'est les montagnes. Voilà. Et par contre, là où vous avez raison, c'est qu'il y a un risque de toute façon, il y a un risque d'enlisement avec de la guérilla. J'en discutais avec un général français cet après-midi. Il y a un risque d'enlisement et de guérilla urbaine, tout simplement, dans ces grandes villes. C'était ça le parallèle avec l'Afghanistan. Oui, vous avez raison, parce que les armées conventionnelles aujourd'hui, elles sont, même si elles sont mieux préparées qu'il y a 30 ans, la guérilla urbaine, c'est quand même pas leur fort, en dehors en fait des forces spéciales. Donc évidemment, il y a ce risque-là. Maintenant, la diplomatie, Lydia, pour répondre à votre première question, bien sûr qu'il faut laisser la diplomatie parler, mais la diplomatie n'exclut pas la fermeté, surtout en fait avec un Poutine. Alors c'est mon analyse des choses, qui est imprévisible et qui s'est montré quand même très dangereux pour la stabilité du monde. Un mot chacun, Françoise Degois et Marc Varnaud, et le mot de la fin à Emmanuel. Les gens qui connaissent bien Poutine disent qu'il y a un autre, d'ailleurs Emmanuel Macron, quand il est sorti de son entretien avec lui, a dit « je n'ai pas parlé au même homme ». Il y a quelque chose qui a vrillé dans sa tête à l'évidence. Sur la diplomatie, Macron s'est entretenu 1h30 avec Poutine cet après-midi en visioconférence, donc ça c'est plutôt bien. La deuxième information qui vient de tomber, peut-être que vous le saviez déjà, la Russie est exclue de la Coupe du Monde. De football. À l'instant, depuis, c'est une décision, elle ne pourra pas concourir au Qatar. Marc Varnaud. Oui, enfin, il y a un sujet qu'on a évité depuis maintenant 30 ans, qui est celui des minorités russes, et on aurait dû s'en préoccuper il y a très longtemps. Moi, je me souviens en 1990 ou 91, lorsque l'armée russe a décidé en Transnistrie de faire sécession avec la Moldavie au prétexte de défendre une minorité russophone, il n'y a personne qui s'est insurgé, et aujourd'hui, c'est une épine dans le pied de l'Ukraine. Vous avez cet État, voilà. Vous avez la même chose en Ossétie, vous avez la même chose en Abkhazie, vous avez la même chose dans le Donbass. Aujourd'hui, vous avez quand même 30% de la population des États baltes qui est russophone. Oui. C'est-à-dire que les Russes ne peuvent pas avoir pour l'éternité des jokers pour aller défendre, entre guillemets, des minorités et attaquer leurs voisins quand bon leur semblera. Il y a un vrai sujet sur lequel... Le vrai sujet de Marc Varnaud, vous aviez lu, vous, je parie, comme moi, le livre d'Hélène Carrère d'Ancos, L'Empire éclaté, non? Il y a longtemps. Oui, mais c'est assez étonnant ce qu'elle dit, Hélène Carrère d'Ancos. Qu'est-ce que vous en pensez pour répondre à Marc Varnaud, très court, et à Françoise Degois? Non, mais encore une fois, je partage ce que vient d'être dit par Marc. Le problème, en fait, c'est pas maintenant ce qu'on aurait dû faire, parce que ce qu'on aurait dû faire, on l'a pas fait. Oui. C'est-à-dire que c'est ce qu'a expliqué Perrine sur votre antenne et dans les colonnes du Figaro il y a moins de 48 heures. On s'est comporté de façon assez finalement légère, voire idiote avec Poutine, ce qui fait que le Poutine qu'on a en face de nous aujourd'hui n'est pas celui que nous avions en face de nous, en fait, il y a encore quelques mois, en tout cas il y a plus d'un an, et qu'on se retrouve dans une situation, en fait, qu'il va bien falloir régler. Donc on peut refaire à l'envi, en fait, les scénarios. On est tombé, d'ailleurs, moi je pense quelque part dans un piège un peu américain, parce que les Américains ont tout fait de toute façon pour tendre la situation, mais on peut le répéter à l'envi. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a une guerre, il y a un risque de déflagration quand même mondiale à un moment donné, et il va falloir bien traiter ça par une diplomatie que je crois devoir être une diplomatie quand même, je le redis, ferme. Merci beaucoup. On peut aller lire cet article sur filmmedia.com, FILD. On vous remercie. Salut. Emmanuel Razavi, directeur de la rédaction de Filmmedia et ancien correspondant de guerre. Tout de suite, notre grand débat. Faut-il reporter l'élection présidentielle?